Bonjour à tous, prenez place, installez-vous confortablement. Nous allons démarrer. Donc, bienvenue à tous. Dans cette conférence qui est devenue un peu une tradition annuelle avec notre partenaire, le Salon Top Transport, on remercie son dirigeant Jérôme Le Tumontois. Nathalie, si tu es prête, voilà. Donc, je vais commencer par vous dire par me présenter, par vous dire un petit mot du Conseil national des achats PACA. Donc, le Conseil national des achats, vous l'avez compris, c'est une association nationale. Donc, il y a des délégations en région. Donc, ici, nous sommes en PACA. Et qui anime la communauté des achats, des acheteurs au sens large, logistique, supply chain, approvisionneurs. Tant public que privé. Voilà. Alors, en région, on a une équipe avec un codir. Je suis en train de chercher Jean-Philippe. Voilà, il est là-bas, Jean-Philippe Diassia, qui fait partie des bénévoles qui consacrent leur temps à animer l'association toute l'année pour essayer de vous proposer des événements attractifs. Une partie de leur temps. Voilà. Je salue des collègues de la Jeune Chambre économique de Marseille, qui pourront peut-être s'exprimer tout à l'heure, qui est une belle association de formation des jeunes à la prise de responsabilité. Et donc, avant de parler de notre thème et de passer la parole à Nathalie, donc le Conseil national des achats, pour vous donner quelques exemples d'événements, ce matin, on était à la Tour La Marseillaise avec Jean-Philippe. On était sur un volet des achats inclusifs, le soutien au secteur adapté, protégé. Ça s'appelle la fabrique de l'insertion. Et donc des rencontres entre donneurs d'ordre. Donc il faut savoir qu'on a signé une convention de partenariat avec l'association Émergence. En fait, c'est le plan local, le PLI, le plan local d'insertion, qui est soutenu par les collectivités, la métropole et la ville de Marseille. Et donc ce matin, il y avait des rencontres entre donneurs d'ordre publics et privés et acteurs du secteur protégé, je dirais. Un de nos événements à venir, donc dans les sujets qui nous intéressent, le 4 décembre, on aura un atelier, une conférence. Alors ça se passera à Cannes-la-Boca sur l'IA et les achats de manière opérationnelle pour ceux qui veulent faire le déplacement. On pourra peut-être covoiturer. Nathalie, voilà. Et puis vous retrouvez toutes les dates ou nos événements en vous abonnant à nos newsletters ou en allant sur notre site. Je ne vais pas être plus long. Nathalie, je sais que tu brûles de parler des revues du CNA avant de passer au thème. Je te passe le micro. Tu tiens les revues. Donc bonjour, merci à tous d'être venus sur des temps qu'on sait très contraints pour chacun d'entre nous. Donc quelques mots sur la partie publication du CNA. Le CNA, aujourd'hui, c'est 3 revues qui sortent avec des fréquences différentes. On a Profession Achat, qui est la revue traditionnelle qui s'adresse avant tout aux décideurs du secteur privé, qui est une revue qui paraît tous les mois, quasiment tous les mois. Trimestre. Moi, je ne suis pas Achetons Public, donc qui s'adresse à des décideurs publics. À chaque fois, donc, vous avez une thématique et des témoignages de praticiens sur les sujets, des échanges de bonnes pratiques, etc. Et puis le dernier, c'est celle qui me tient à cœur, c'est Excellence Achat, qui est une revue qui mêle des praticiens et des académiques, puisque l'objectif dans cette revue, c'est de faire le pont entre la communauté académique et la communauté des praticiens. Et on a donc systématiquement un académique qui va faire un papier sur une de ses recherches et un praticien qui va commenter, et inversement, un praticien qui parle de ce qu'il a fait dans sa structure et un académique qui va commenter. On valorise aussi les travaux des étudiants, donc vous pourrez aussi retrouver les travaux des étudiants et les thèses qui sont soutenues. Nous, c'est donc 2 fois par an avec donc des thématiques d'actualité autour des achats. Voilà. Donc, c'est bon. Juste un petit mot. Merci Nathalie. Et donc vous avez les revues là, on en a amené quelques-unes. Vous pourrez vous servir et puis sinon elles sont sur notre site pour les adhérents. Et donc Nathalie, je voulais te remercier pour ton investissement avec ton équipe, Sophie, et après je crois que tu vas présenter tous les autres intervenants.
Merci beaucoup pour tout le travail préparatoire pour nous présenter cette belle conférence. Merci Nathalie. Merci. Cette conférence, en fait, c'est la 3e édition qu'on fait entre le CNA et le CRETLOG, avec comme objectif, là encore, d'avoir des témoignages de chercheurs et des témoignages d'expertise sur le terrain. On est donc sur la cyclologistique aujourd'hui, une thématique finalement qui est pas tant traitée que ça, avec beaucoup d'idées reçues aussi sur cette thématique. Donc, on a eu donc la présentation par Jean-Charles Callot du CNA, donc côté PACA. Je vais très rapidement vous présenter le laboratoire et Aix-Marseille Université, donc à laquelle on est adossé. Ensuite, Delphine Blanc, qui est déléguée générale de la Fabrique La Logistique, prendra le relais pour expliquer dans quel contexte, alors ce qu'est la Fabrique de la Logistique et sa mission aujourd'hui, mais aussi dans quel contexte la recherche qui va vous être présentée ensuite donc par Sophie, Laetitia, Laure, Sophie, Aurélien et Yoann, a été réalisée et continue d'être réalisée. Raphaël Trouillet, qui est fondateur de La Roue Tourne, nous présentera donc ce qui est fait sur le Avignon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut se déployer dans ce domaine de la cyclologistique. Elena Bachelet, qui est responsable process et data de Synchronicity, vous présentera aussi une réussite sur la ville de Marseille, donc sur de la collecte de déchets. Et on aura ensuite en conclusion Gaëtan Piaget qui parlera au nom de la Fédération professionnelle de la cyclologistique et des boîtes à vélo pour vous dire finalement où on en est et comment on peut projeter cette thématique dans l'avenir par rapport donc à ces éléments-là. Je prends juste la main, donc le CNA a été présenté, pour vous présenter en quelques mots notre belle université dont la présidence est juste à côté. On est sur un site qui est bien connu pour nous. Quelques mots sur AMU, c'est 80 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, c'est une très belle université. On adresse tous les domaines, que ce soit ce qu'on appelle les sciences dures, donc ça peut être médecine, mécanique, etc. Et puis la sociologie, la psychologie et autres. C'est 4400 enseignants-chercheurs, 115 unités de recherche, donc on fait partie de ces unités de recherche à 100% AMU. C'est une cité de l'innovation et des savoirs, donc qui a vocation à aussi valoriser les travaux des chercheurs et de pouvoir les commercialiser par la suite. Et nous appartenons à une université civique européenne qui s'appelle Civis, en coopération avec 9 universités, ce qui facilite aussi un certain nombre d'échanges, tant pour nos étudiants que pour les chercheurs, dans le cadre des recherches internationales. Le CRETLOG aujourd'hui, alors c'est un laboratoire qui a été créé en 1973, au début en économie des transports, puisque c'était surtout une vision économiste qu'il y avait au tout démarrage du laboratoire, et puis qui progressivement a évolué avec l'évolution de la logistique, puis du supply chain management, et tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, l'intégration aussi, et les questions, qu'elles soient environnementales, sociétales ou autres. On est 47 enseignants-chercheurs dans le laboratoire, dont une trentaine qui appartiennent à Aix-Marseille Université, et on a aussi des chercheurs qui appartiennent à d'autres structures, donc comme Excelia, on a Benjamin Jajaoui qui est là, on va avoir des personnes qui sont dans d'autres structures, et on a une dizaine de doctorants qui réalisent des thèses dans la discipline. Nous, notre vocation première, c'est bien entendu la recherche académique, donc de pouvoir faire avancer les thématiques autour des achats, des canaux de distribution, de la logistique, des global value chain, etc. C'est l'enseignement supérieur, puisque tous les chercheurs du laboratoire sont aussi enseignants. Donc ça veut dire qu'on diffuse aussi ce qu'on fait en recherche dans nos enseignements. Et puis, c'est l'expertise professionnelle où, en fonction des thématiques, on va nous solliciter pour pouvoir intervenir sur des expertises, donc soit dans le cadre des réponses aux appels à projets, soit dans le cadre de conférences ou autres. Et donc, on travaille globalement sur les stratégies, le pilotage et les performances des supply chains durables, au sens vraiment très large, au sein du laboratoire. Voilà les quelques mots que je peux vous donner sur notre équipe du labo. Delphine, je te... Merci. Ok.
Parfait. Bonjour à tous et puis bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc la déléguée générale de la Fabrique de la Logistique. C'est une jeune association de loi 1901. On se veut être un espace lieu d'innovation pour l'intérêt général, ouvert à l'ensemble des structures qui s'intéressent à la logistique, quelles que soient leurs origines. L'association a été initiée en 2021 par l'ADEME, avec à l'époque et encore aujourd'hui 3 enjeux importants. Le premier, c'est de soutenir l'innovation ouverte qui sera utile pour accompagner la décarbonation de la filière. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir identifier les sujets d'intérêt pour pouvoir nourrir nos communautés de travail. Et puis le troisième, c'était surtout, et ce qui fait la force aujourd'hui du réseau de la Fabrique, c'est de faire travailler ensemble toutes les structures qui s'intéressent à la logistique et à sa décarbonation, qu'ils soient acteurs privés, acteurs publics et acteurs académiques. Alors ça nous donne aujourd'hui des parties prenantes et puis un réseau extrêmement riche. Ça c'est vraiment, nous on est attentifs, quand bien même nous sommes basés à Paris, on est attentifs à pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Voilà, on est ici aujourd'hui en région sud et on travaille régulièrement avec la région notamment. Et vous avez ici voilà, différentes typologies de structures et on est attentif à voilà, pouvoir à chaque fois, en termes de géographie, de taille de structure, de start-up comme de région, comme de très grands groupes, d'avoir autour de nous, soit en adhérents, soit en contributeurs, un panel le plus large possible qui représente l'ensemble des enjeux de la logistique. Qu'est-ce qu'on fait exactement à la Fabrique? Qu'est-ce qu'on produit? Aujourd'hui, nous avons 5 communautés d'intérêt actives. Chacune est logiquement pilotée par une structure experte et sachante de sa thématique. Donc, vous voyez ici les différentes thématiques et structures qui sont celles de la Fabrique. Et nous avons aussi en parallèle un programme, nous sommes porteurs d'un programme certificat d'économie d'énergie en logistique urbaine. Son objectif est de pouvoir accompagner ce qu'on appelle le compte propre, c'est-à-dire les professionnels qui ne délèguent pas la logistique et donc qui la font en propre, notamment les artisans, les commerçants. Et on accompagne ces professionnels vers des solutions logistiques mutualisées et plus sobres, pour travailler sur donc, notamment la décongestion en zone urbaine. Et ce programme est expérimenté sur 6 territoires, donc Paris, Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons produit depuis 2021 ? Nous avons donc produit ce qu'on appelle aujourd'hui nos communs logistiques, donc une première base des arrêtés de circulation en Île-de-France, qui a été un projet soutenu par la région Île-de-France qui permettait en fait de centraliser, de numériser les arrêtés de circulation afin de pouvoir les rendre visibles et partagés, notamment donc, aux professionnels de la route qui en avaient besoin. Et donc ce premier projet a été repris par Dialogue, qui est aujourd'hui une plateforme nationale qui vise à numériser donc, auprès des collectivités ces arrêtés de circulation. Nous avons lancé également en 2021 et en 2024, c'était déjà la 3e version de Verdir ma flotte. Ça, c'est un outil que nous avons co-construit avec l'IFPEN, avec le soutien de l'ADEME en termes de financement, et qui est un outil qui est disponible donc sur Internet, qui est plutôt destiné aux gestionnaires de flotte pour les accompagner sur le changement de motorisation, avec la possibilité, en quelques clics, de pouvoir identifier quel est l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'une flotte de véhicules, quel est son TCO, et permet de simuler en fait le coût, le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre et le coût quand on veut changer de flotte et quitter le thermique. Absolument. L'intérêt effectivement des outils qu'on produit à la Fabrique, ce qu'on appelle nos communs, ce sont effectivement des outils qu'on met à disposition de tous, et dans l'idée aussi d'accélérer, c'est de pouvoir mettre à disposition ces outils qui, notamment auprès de petites structures, n'ont ni le temps ni les moyens de pouvoir se poser ce type de questions. Et le dernier outil qu'on a lancé donc l'année dernière, c'est le cyclodiag. Le cyclodiag, donc là, c'est un outil qui est plutôt à destination des collectivités, qui permet en fait de faire une photographie du territoire sur ce qui a été fait ou pas pour accompagner le développement de la cyclologistique. Et ce questionnaire en gérant 30 questions et 5 thématiques est articulé à un guide de bonne pratique. L'objectif étant de pouvoir accompagner les collectivités sur tout ce qu'il est possible de faire pour développer la cyclologistique sur son territoire.
Donc vous avez effectivement là donc, 3 exemples assez différents de ce qu'on peut produire pour soutenir la logistique. Alors justement, la cyclo-logistique des 5 communautés que nous avons, c'est une communauté de travail qui est très dynamique. Et dans les différentes questions, une fois qu'on a lancé le cyclodiag, qui était donc l'année dernière, on s'est posé la question de ce qui était utile à pouvoir engager pour aider la profession, parce qu'aujourd'hui, on est tous très convaincus que pouvoir livrer à vélo le premier et le dernier kilomètre en ville, c'est absolument pertinent pour plein de raisons. Et pour autant, ce sont effectivement des structures qui aujourd'hui sont fragiles, ont du mal à trouver leur modèle économique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec le Cretlog qu'il y avait une réflexion intéressante à mener pour pouvoir mieux comprendre quel était le modèle, les différentes façons de faire de la cyclo-logistique, et qu'une étude scientifique serait pertinente à lancer. À ce moment-là de nos réflexions, la région Sud et l'ADEME PACA sont venus nous proposer également de pouvoir aller plus loin et de pouvoir expérimenter les résultats de cette étude avec le soutien des boîtes à vélo et de pouvoir expérimenter très concrètement nos résultats auprès d'opérateurs de cyclo en région Sud. Donc c'est un programme qui a démarré, donc ce programme s'appelle EcoCyclo, qui a donc démarré en début d'année. Donc l'étude a été donc confiée donc au Cretlog. Elle prévoit d'être terminée donc à la fin de l'année. Le détail de l'étude, c'est bien l'objet de la conférence, et donc je laisserai les équipes du Cretlog pouvoir vous le détailler. Et donc ce projet s'articule, je dirais, en 2 temps. Le temps de l'étude, on y est. Et puis demain, le temps de l'expérimentation, avec donc le soutien des boîtes à vélo, et ça sera effectivement ce temps-là qui sera lancé début 2026. Voilà. Je vais laisser la parole au Cretlog pour pouvoir vous détailler ce qu'est exactement cette étude sur le modèle économique du projet EcoCyclo. Et puis je reste à votre disposition pour toute question à l'issue de la conférence. Voilà. Je sais pas, oui. Bon, asseyez-vous en attendant, moi je parle et après vous vous lèverez. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes une partie de l'équipe EcoCyclo qui travaille donc qui est un projet porté par les boîtes à vélo et la fabrique de la logistique, et donc un projet qui porte sur l'étude des business models, et l'objectif est de faire ressortir les conditions de réussite de ces modèles économiques et de publier un guide qui permette aux acteurs qui déjà mènent ces activités ou souhaitent se lancer dans ces activités de pouvoir pérenniser leur travail. Donc nous avons effectué une analyse de la littérature qui nous a permis de construire un guide d'entretien, et nous avons mené donc des entretiens de mars à début septembre. Donc 36 entretiens, et nous sommes actuellement en train d'analyser les résultats. Donc on va vous présenter pas réellement les résultats, mais ce que l'on pressent en fait des premiers entretiens qui ont été faits. Alors pour commencer, une petite définition de ce qu'est la cyclo-logistique. Donc on a retenu la définition de l'ADEME qui considère que la cyclo-logistique vise à organiser, à réaliser le transport de marchandises donc à vélo pour le compte d'autrui, et on distingue 2 activités stratégiques pour la cyclo: la course, l'activité de coursier, et l'activité logistique du premier et ou du dernier kilomètre. Donc l'activité de coursier, elle s'intègre plutôt dans une activité, un périmètre intra-urbain, alors que l'activité logistique du premier ou du dernier kilomètre, elle s'intègre plutôt dans des chaînes logistiques élargies avec différents acteurs, et également la nécessité d'avoir des points de consolidation de type hub pour pouvoir centraliser les marchandises. Et donc on constate qu'il y a une hausse du transport de marchandises. Donc ça représente un peu plus de 20% du trafic automobile, et ça entraîne un certain nombre de nuisances, de congestion de centre-ville, de nuisances en termes aussi de pollution. Et la logistique urbaine devient progressivement un enjeu écologique important et de mieux vivre en ville. Au-delà de cet aspect strictement écologique,
on se rend compte aussi que la cyclo-logistique, finalement, c'est, la livraison à vélo, c'est le mode de transport qui est le plus adapté quand on est notamment dans des centres-villes denses. Et on s'aperçoit que ça crée de la valeur ajoutée à la fois en amont pour le donneur d'ordre, mais aussi en aval pour améliorer la relation avec le client. Alors en amont pour le donneur d'ordre, parce que ça lui permet de se désengager de toutes les réflexions et des solutions qu'il va chercher à trouver pour accéder au centre-ville. Donc on se pose moins la question des contraintes réglementaires, nationales ou locales, de l'accès au centre-ville, des problèmes de stationnement, des conflits d'usage qu'on peut avoir avec d'autres modes de transport. Et puis, d'autre part, en aval, ça améliore la relation client parce que, alors déjà, l'aspect fondamental, c'est la rapidité de livraison. La qualité de service qui va derrière. Donc, on garantit une livraison dans des créneaux horaires qui sont respectés. Et ça, c'est un des fondements, enfin, c'est un élément sur lequel se fondent la plupart des positionnements des cyclo-logisticiens aujourd'hui. Et derrière, ça a des répercussions, bien sûr, en termes d'image pour le donneur d'ordre et de relations avec ses clients. Alors, pour mener l'étude, donc on a fait le choix d'avoir des cas variés en termes que ce soit de territoire ou d'entreprises sélectionnées. En termes de territoire, on a choisi des territoires assez divers, donc avec des villes différentes en termes de densité, de population, enfin de taille, pardon, d'aménagement aussi, est-ce qu'il y a des pistes cyclables ou pas, de l'existence de contraintes ou non en matière de réglementation ou d'accès au centre-ville. Et puis, on a choisi aussi d'avoir des entreprises assez variées. Alors globalement, on est plutôt sur des TPE. Sur le lot, on a 25 pure players, donc c'est-à-dire vraiment des acteurs qui ne font que de la cyclo-logistique, que de la livraison à vélo. On en a 9 autres qui combinent à la fois le vélo et d'autres modes de transport. Et donc parmi alors ces 34 entreprises, on a également donc 2 fédérations parce qu'on a aussi cherché à analyser comment se coordonner les entreprises quand elles faisaient partie d'un réseau ou d'une coopérative et d'avoir un petit peu une vision plus élargie et plus globale des choses. Sur les types d'activités, on a des entreprises qui font du premier, du dernier kilomètre, de la course, ou parfois tout ça à la fois. On est parfois dans des configurations où il y a des entreprises qui sont diversifiées, c'est-à-dire qu'elles font de la cyclo-logistique, mais elles complètent avec d'autres activités comme de la vente, de la réparation de vélos, ça peut être de la location d'entrepôts, des activités de conseil également. Et sur les types de produits, c'est assez divers là aussi, ça va du colis à des marchandises à plus forte valeur ajoutée, comme des produits médicaux, pharmaceutiques ou autres. Et sur la configuration, on a 25 entreprises qui sont sur vraiment une commune et les 9 autres qui sont implantées dans différentes communes. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a quand même d'autres éléments qui viennent influencer l'écosystème en fait, des cyclo-logisticiens, et c'est ce que va nous présenter Sophie. Merci Laetitia. Oui, effectivement. Alors là, c'est des éléments déjà qu'on peut identifier par la littérature, mais qui sont aussi très perceptibles quand on discute avec les acteurs sur le terrain. La prégnance de l'écosystème et la manière dont il est très structurant sur les décisions qui vont être prises par les opérateurs pour gouverner leur entreprise et choisir finalement le type d'activité qu'ils vont développer. Donc il y a une dimension géographique et réglementaire qui a déjà été soulevée, qui est effectivement là très prégnante. La taille de la ville, sa topographie, la densité démographique et commerciale, et puis les possibilités offertes par l'urbanisme et les infrastructures présentes dans la ville notamment. Dans la dimension institutionnelle, l'ensemble des contraintes en fait, qui sont apportées aux autres modes de transport, quand ils sont présents, créent des opportunités en fait, pour la cyclo-logistique et sont vraiment de nature à permettre à des cyclo-logisticiens de s'implanter sur les territoires. Et donc, voilà, là, joue un rôle déterminant sur opportunités ou menaces ou pas pour la cyclo-logistique par rapport aux autres modes.
Il y a une dimension très technique aussi qui se présente avec les types de vélos disponibles, les types d'emballage logistique qui vont permettre de transporter certaines typologies de produits avec plus ou moins de facilité et d'efficacité et de sécurité pour la marchandise. La dimension aussi des technologies de l'information accessibles pour piloter les flux et les opérations. Il y a une dimension qui est très centrale, je reviendrai dessus après, pour la performance possible en cyclo-logistique, qui est le type de schéma d'organisation logistique. Et puis il y a toute une réflexion aussi sur les combinaisons modales qui peut être entreprise par ces opérateurs-là. Et puis la dernière dimension phare de l'écosystème, c'est la dimension économique. On est dans une filière qui elle-même est très contrainte au plan économique. Donc le secteur des transports n'est pas un secteur simple. Et ces nouveaux acteurs, du coup les cyclo-logisticiens, viennent graviter dans ce secteur-là avec ses propres contraintes économiques, qui ont des incidences du coup sur les possibilités de financement de l'activité, sur les coûts et sur la tarification qui va pouvoir être établie avec les donneurs d'ordre. Il y a aussi la présence d'une concurrence indirecte systématiquement, celle des autres modes, et directe parfois, qui dépend là aussi souvent de la taille des villes et donc de l'attraction que le territoire a eue pour que plusieurs cyclo-logisticiens viennent s'installer sur le même territoire. Et puis derrière la dimension économique, il y a aussi la question du comportement du client et du client final, le consommateur, qui est plus ou moins intéressé par ce moyen de livraison-là et plus ou moins aussi capable de comprendre la valeur que ça lui apporte. Et du coup, à la toute fin de la chaîne, la valeur qu'il est prêt lui à payer pour obtenir ou pas ce service-là. Donc voilà, le point sur lequel on peut juste revenir pour ceux qui sont peut-être moins aguerris sur le sujet, c'est cette question effectivement des schémas d'organisation cyclo-logistique avec point de consolidation. Donc ce qui concerne plutôt les entreprises qui font de la logistique, du dernier ou du premier kilomètre, avec donc différentes options pour implanter des hubs. Ils peuvent être soit vraiment situés dans une zone qui couvre complètement la zone de livraison, donc ils sont centraux par rapport à la zone de livraison. C'est finalement assez rare, assez compliqué, parce que ces emplacements-là sont les plus difficiles à obtenir et sont les plus coûteux. Le hub périphérique, qui est pour nous, dans les entretiens qu'on a fait, ce qu'on a finalement le plus souvent observé. On a un hub souvent unique, mais qui est situé alors le plus proche possible, mais souvent quand même en périphérie de la principale zone qui va être livrée. Et puis on a d'autres solutions possibles, celles de micro-hubs qui correspondent finalement souvent à des conteneurs qui sont placés sur la voirie. Et puis la solution alternative qui est d'avoir des hubs mobiles qui peuvent être incarnés par des camions ou par des barges en mouvement et à partir desquels on va venir récupérer de la marchandise, charger le vélo et ensuite partir en tournée. Donc ces schémas ils sont importants parce que ça détermine très directement en fait la fréquence avec laquelle on va pouvoir recharger le vélo et donc à l'échelle de la journée, les volumes qu'on va être capable de transporter, les distances qu'on va être capable de couvrir et le nombre de kilomètres qu'on aura fait à vide derrière tout ça. Alors, sur ce qu'on a, nous, commencé à apercevoir à travers les entretiens, même si le travail d'analyse n'est pas encore fait, donc c'est juste les premiers constats et les premières pistes qu'on peut vous livrer aujourd'hui. Déjà, on remarque qu'on a des profils d'entreprises qui sont très variés. Et ils sont très variés essentiellement autour de 4 critères. Alors déjà, les profils de dirigeants et les profils d'équipe sont très différents d'une entreprise à l'autre, avec... pour beaucoup, quand même, des gens et des équipes qui sont passionnés de vélo. Et c'est pour ces créateurs d'entreprises ou pour ces personnes qui vont rejoindre des entreprises existantes un réel motif en soi pour venir travailler dans ce domaine-là. Certains ont des profils un peu militants pour améliorer la qualité de vie en ville, pour limiter les émissions de CO2 et de GES, etc. Et puis, on a quand même aussi des profils plus gestionnaires. Ça détermine en partie, d'ailleurs, il y a un lien en partie avec les éléments qui suivent, donc des orientations stratégiques qui sont aussi très différentes dans les entreprises avec des niveaux d'ambition sur le développement souhaité à terme de l'entreprise qui sont très variables d'une entreprise à l'autre.
et des choix stratégiques qui sont différents, avec des entreprises qui choisissent de se spécialiser assez fortement sur une typologie de flux, une typologie de produits, et donc une typologie de clients assez fine. D'autres, au contraire, qui vont chercher de la diversification. Et on verra plus tard que ça peut, dans les deux cas, être source de profitabilité, mais dans des contextes souvent de villes qui sont différentes. Certaines entreprises font le choix vraiment de l'indépendance, alors que d'autres se raccrochent à des réseaux. Sur l'orientation sociale, là, c'est un élément aussi qui nous semble marquer assez fortement les choix, avec des entreprises qui ont finalement une gestion des ressources humaines, on va dire, libérale, classique, et d'autres qui sont très engagées aussi sur ce plan-là, avec des modèles sociaux très engagés, des entreprises d'insertion, par exemple. Et derrière tout ça, on a des niveaux de professionnalisation qui sont là aussi assez variés, avec des entreprises dans lesquelles on sent que ça se structure progressivement et qu'il y a une réflexion sur la manière d'améliorer les process, mais qui est émergente. On est un peu sur du bricolage, on peut dire, et d'autres qui ont une manière d'entrevoir les choses qui est beaucoup plus rigoureuse au sens gestionnaire au départ, avec une idée très claire sur ce qui va faire qu'on va réussir effectivement à avoir des process optimisés et finalement un équilibre entre les coûts et les revenus qui sera profitable à l'entreprise. Alors, je continue sur les ressentis qu'on a eus à la lecture et à l'analyse de nos entretiens. Enfin, c'est un début d'analyse, même si on ne peut pas généraliser encore les résultats. Et on a pu identifier des obstacles qui sont récurrents à la profitabilité des opérateurs de cyclo qu'on a interviewés. Le premier grand élément qui apparaît, bon, il paraît assez classique et normal, c'est cette pression tarifaire et ces contraintes tarifaires en cascade que l'on peut voir émerger au sein de toute la chaîne, depuis le chargeur qui impose ses prix au transporteur, lequel va imposer ses prix aux cyclo-logisticiens. Donc il y a une vraie pression tarifaire qui est exercée sur les cyclos, ce qui crée par la suite derrière des risques de difficultés financières évidemment et de marges négatives. Cette pression tarifaire, elle est d'autant plus forte qu'on travaille avec des donneurs d'ordre, donc c'est bien. Ces grands donneurs d'ordre, ils sont là et c'est bien parce qu'ils vont nous permettre de massifier les flux, justement, et de développer l'activité. Et en même temps, ça nous rend très largement dépendants d'eux et justement du tarif qu'ils nous imposent. Enfin, qui nous impose, aux cyclo-logisticiens. Je suis dedans. La deuxième chose, effectivement, qui est impérative pour les opérateurs, c'est de développer au maximum, de massifier les flux au maximum et également de repérer des donneurs d'ordre avec lesquels on va pouvoir régulariser les flux, en fait, obtenir des flux réguliers. Qui vont nous apporter peut-être pas un grand équilibre, mais au moins la sécurité d'un revenu stable. Donc, c'est difficile de rechercher ce volume d'affaires. Ça implique des ressources en interne, ça implique du temps, ça implique des opérateurs qui ne sont pas sur le vélo pour justement faire cette recherche de clients active et répondre également à ces fameux appels d'offres dont ils sont très largement dépendants. On l'a vu, le foncier est compliqué. Stratégiquement, c'est plus important d'être dans les centres-villes, mais l'accès est très très compliqué. Et donc, par la force des choses, il faut qu'on trouve des solutions différentes pour pouvoir s'en sortir. On a vu que pas toutes les entreprises, alors ils étaient pour beaucoup passionnés de vélo, mais ils n'ont pas forcément au démarrage des compétences dans le domaine. Ils apprennent sur le tas. Ils fonctionnent souvent par tâtonnement, par essai-erreur. Ils vont apprendre au fur et à mesure qu'ils développent leur activité. Donc, on se rend compte qu'il y a un frein à un moment donné et qu'il faut passer une bascule pour pouvoir se former et pouvoir en fait avoir une vision plus gestionnaire, plus stratégique et être capable d'anticiper sur les choix stratégiques à conduire par la suite. Et on voit dans les obstacles, alors on le met en... C'est un levier à obstacles. Les municipalités, les collectivités ont un rôle à jouer important, qui est même déterminant,
qui est à la fois favorable parce qu'il favorise des pratiques de mobilité et aide vraiment, ça devient une opportunité pour les opérateurs de cyclo, par exemple en proposant des marchés publics aussi, mais en même temps, on voit bien que ces zones, ces ZFE sont supprimées aujourd'hui. Donc on a des pistes cyclables aussi qui ne sont pas forcément présentes partout. On n'a pas forcément du foncier qui est accessible pour tout le monde. On a des zones de trafic limité qui autorisent encore l'accès aux camions. Donc ça ne favorise pas forcément le développement des opérateurs de cyclo. Et puis, évidemment qu'on a besoin des marchés publics, mais en même temps, force est de constater que les appels d'offres ne sont pas forcément configurés d'une manière qui permette aux opérateurs de cyclo de pouvoir y répondre et donc d'apporter une vraie solution. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire dans le domaine de la formation auprès des municipalités pour pouvoir bien répondre à des appels d'offres. Enfin, bien définir les appels d'offres pour que les opérateurs puissent y répondre. Du coup, les pratiques qui sont favorables à la rentabilité, aspect positif cette fois-ci, on se rend compte que la plupart des opérateurs ont tendance à valoriser le bienfait écologique et durable de leur activité, alors qu'en réalité, ce qui prévaut, c'est l'efficacité, la performance, la rapidité. Donc, on ne peut qu'encourager en fait les opérateurs à valoriser en premier lieu cette performance, parce que finalement, du point de vue des clients, ce qui va importer le plus, c'est cette rapidité d'exécution, c'est cette fiabilité dans la prestation et la flexibilité dont on parlait au début. Cette efficacité, elle pourrait être valorisée dans la tarification. Faire une tarification qui est plus simple en fonction des zones, faire une tarification qui est plus transparente également, et peut-être envisager des formules qui permettent de bien valoriser la valeur ajoutée de cette participation à une activité cyclo. Cette proposition de valeur, elle est à rapprocher aussi des clients auxquels on se destine. Et en particulier, il semble assez important de diversifier les sources de revenus et donc de diversifier les clients qu'il y a. Ne pas devenir dépendant d'un seul grand donneur d'ordre, parce que le jour où il impose une baisse de prix ou le jour où il vous dit qu'on arrête et on passe à autre chose, eh bien, il faut tout recommencer, ce n'est pas forcément la fin. Les opérateurs sont motivés, mais il faut recommencer, ça prend du temps et donc c'est difficile. Donc ça touche vraiment la pérennité de l'entreprise. Ne pas être dépendant de ses grands clients et donc diversifier et chercher en particulier des segments à forte valeur ajoutée, des clients qui sont prêts à payer l'urgence, des clients qui sont prêts à payer la rapidité, la fiabilité. Donc c'est des segments, je pense pas au froid, mais à l'alimentaire premium par exemple, à la santé, au notaire, ouais, c'est déjà pas mal, au luxe, voilà. Ouais. Et puis ensuite, il y a aussi le fait effectivement de travailler avec les collectivités et de remporter des marchés publics, parce que ça assure, même si c'est sur un court délai, mais ça assure une certaine stabilité et une régularité qui permet après de s'organiser autour de ces tournées engagées avec les marchés publics. On l'a vu au départ en termes d'orientation stratégique, il y a deux choix possibles. Ceux qui s'en sortent parce qu'ils ont diversifié leurs activités, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'activité clé de la cyclo pour faire des activités complémentaires en lien évidemment avec la cyclo, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font de la réparation de vélos, ils font du stockage de marchandises, ils font du conseil sur l'opération de cyclo, ils font de la publicité sur les remorques, ils font... C'est déjà pas mal. Et puis, il y a les autres qui préfèrent se spécialiser et rester sur un segment de niche, le froid, le déchet,
le premium, je ne sais plus lesquels, j'en avais d'autres comme idée. Je peux vous les ressortir. Froid, santé, encore. Santé, notaire, pharmacie. Voilà. Donc vraiment se spécialiser sur un segment de niche, idéalement à forte valeur ajoutée évidemment, et être considéré comme le spécialiste, et du coup les autres opérateurs ne touchent pas forcément à leur plate-bande aussi. C'est important entre eux de ne pas se concurrencer. Évidemment, la maîtrise des coûts est importante, c'est les postes les plus lourds, ça va être la masse salariale, avec toute une problématique sur les coûts, sur le calibrage de l'effectif en fonction des volumes, qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile à anticiper et à prévoir. Donc, essayer d'organiser des plannings, de les rendre un peu figés pour être sûr qu'on puisse systématiquement adopter un process. Et à défaut de ce calibrage, eh bien d'opter pour une flexibilité et peut-être de la sous-traitance. Et puis, il y a l'optimisation, optimiser les équipements, en particulier en entretenant correctement les vélos, et puis optimiser, par le biais d'outils appropriés, les flux détournés. Enfin, les tournées et donc les flux. Ensuite, pour les petits en particulier, le fait de rejoindre un réseau est une manière de disposer d'un socle commun, de disposer d'un partage d'expérience, de pouvoir mutualiser évidemment des outils et de partager cette expérience. Et puis il y a un esprit aussi dans ces réseaux qui consiste vraiment à co-créer ensemble. Ça va au-delà de l'utilisation même des outils. Et enfin, on en a parlé, le bricolage, le côté un peu artisanal parfois des développements. Il y a une pression vraiment à cette professionnalisation. Plus on grandit, plus il faut qu'on maîtrise les outils de gestion. Et à partir de ce moment-là, on sera capable effectivement de voir un peu plus et d'anticiper sur le développement de l'entreprise. Donc des outils de gestion, en plus des outils logistiques qui, a priori, ceux-là sont assez vite maîtrisés au départ. Voilà. On vous remercie. On en est là pour l'instant. Merci. Donc, vous l'avez vu, des premiers résultats plutôt académiques, hein, et on va donner la parole à des cyclologisticiens qui réussissent, qui ont développé des modèles, vous verrez, différents, sur des territoires différents, et qui vont vous présenter leur approche et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut être un peu plus compliqué pour eux. Donc, on va démarrer par La roue tourne. Je vais passer la parole donc à Raphaël Trouillet, le fondateur, qui est venu en train et vélo. Merci. Bonjour à tous. Raphaël Trouillet, fondateur de La roue tourne à Avignon. Alors, cyclologisticien qui a réussi, je ne sais pas encore, j'espère, voilà, dans quelques années, rendez-vous, on pourra en dire plus. Ça fait 4 ans et demi en fait, qu'on exploite Avignon. Avignon, c'est une ville d'à peu plus de 90 000 habitants, donc une ville de taille moyenne, avec un centre historique joli, cerclé de remparts, et puis une zone extramuros, comme on l'appelle, qui présente aussi certaines difficultés de circulation, et avec un réseau de pistes cyclables qui a été développé au cours des 4-5 dernières années, donc très favorable pour nous pour exercer notre activité. Alors, 2 mots sur notre entreprise. Donc, 4 ans et demi d'activité. En 2025, on va faire, à peu de choses près, 11 000 livraisons, 4 équivalents temps plein, moins inclus, 700 tonnes de marchandises transportées, 7,5 tonnes de CO2 économisées. Les types d'activités, en gros, on a 4 types d'activités. Le dernier kilomètre, on travaille avec 2 entreprises qui sont assez leaders dans le partenariat avec les entreprises de cycle logistique, c'est Epner et DB Schenker. On les retrouve à peu près partout sur le territoire.
Donc merci à eux de faire le choix de la cyclo-logistique. Et je pensais il y a quelques années que les autres embrayeraient plus vite. On va reparler après, vous en avez parlé, notamment des ZFE, et je pensais que c'était un critère qui allait être plus favorable que ça ne l'est aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est une bonne partie de notre activité, c'est environ un tiers de notre activité. On a un tiers, excusez-moi. Un tiers, c'est le dernier kilomètre messagerie. Un autre tiers en volume d'activité. On a démarré depuis 1 an et demi la livraison de repas en température dirigée aux cantines en fait, des écoles primaires et maternelles du centre-ville, donc de l'intramuros. Donc, en partenariat avec la cuisine centrale d'Avignon. C'est un projet sur lequel on avait travaillé pendant plus d'1 an avec la direction de la cuisine centrale. Ça aboutit donc il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est 1000 repas tous les matins, donc lundi, mardi, jeudi et vendredi, 140 jours à l'année. Donc ça, c'est une activité. On parlait des marchés publics. C'est un bel exemple, et j'espère que ça va continuer à se développer et que ça pourra s'essaimer. En tout cas, ça marche et c'est très, très concluant. Donc c'est aujourd'hui aussi un tiers de notre volume d'activité. Ensuite, on a la distribution pour des acteurs locaux. Là, c'est des entreprises, disons, de taille plus ou moins importante. On a des boulangers, on a des traiteurs, on a des fabricants de crème glacée. Plein de produits divers et variés. On va capter, en fait, on va récupérer, enlever la marchandise dans leurs locaux pour livrer un autre point de livraison, donc sur notre zone de livraison. Et le dernier point, c'est la collecte de déchets. Alors, il y a Synchronicity qui va intervenir, Elena, après nous. Là, il y a un vrai sujet, il y a beaucoup de besoins, à mon sens. Donc là aussi, c'est une partie de l'activité qui vient bien compléter les 3 autres types d'activités que je viens de citer, puisque là, on est sur de la reverse. Donc, on fait le voyage à plein. Et si on peut faire le voyage retour à plein également, ça n'est que mieux. Voilà. On a un schéma classique au niveau de nos ressources. On a un hub cyclo-logistique. Donc nous, on est à l'intérieur, disons, de notre cercle, de notre zone de pertinence et de notre zone de livraison. En gros, c'est un cercle de 4 km de diamètre. Donc on est un petit peu excentré naturellement. Il nous fallait un entrepôt avec un quai poids lourd pour accueillir les poids lourds et même le semi-remorque que nous met tous les matins DB Schenker à quai. Donc un entrepôt. Une équipe, on est 4 personnes, et j'y reviendrai après. Du matériel, donc des vélos cargo. Nous, on est sur un type de vélo cargo, ce sont des biporteurs. Il y a des triporteurs, des tricycles, il y a différents types. Nous, on est sur que du biporteur, et on utilise des remorques. On a en gros 2 types de remorques. Des remorques qui nous permettent de traiter de la palette Europe, ou de la demi-palette. Et puis on a des remorques qui nous permettent de traiter plutôt du colis ou des caisses au format logistique 600 par 400. Voilà. Alors, quelques difficultés ressenties et des enjeux à dépasser, même si précédemment dans la présentation qui était faite, je pense qu'il y a des choses qui vont se recouper et fort logiquement. Moi, alors c'est l'expérience que j'en tire après 4 ans et demi d'activité. On est sur un secteur qui est encore très limité. Le développement est lent. Sincèrement, je pense être au double de là où on en est aujourd'hui. Et je lisais récemment dans une étude qui était faite sur la cyclo-logistique en région parisienne, ça s'est paru au mois de juillet, que ça concernait la cyclo-logistique que 1 à 2% des livraisons de petits colis. Or, quoi de mieux, a priori, qu'un vélo cargo pour livrer des petits colis dans un centre-ville. Donc, c'est un chiffre qui fait réfléchir quand même. On se dit, mais c'est quand même assez surprenant. Deuxième point, le modèle économique, il est récent, malgré tout. Il n'y a pas des dizaines d'années et des dizaines d'années de recul. Il y a eu un peu une dimension empirique aussi. On apprend tous nos métiers. En le faisant, on comprend les fondamentaux. La situation de bon nombre de cyclologisticiens
nous y compris, reste encore fragile, elle est fragile. Il y a eu un article dans Les Échos là, il y a quelques jours qui montrait que la situation est très compliquée actuellement. Un constat, je ne sais pas quel profil j'ai dans les trois que vous avez cités tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a un peu des trois. Et au début, j'avais naturellement une dimension écologique. Avant, j'ai été producteur en vin en bio. La dimension environnementale, elle a toujours été importante pour moi. Et c'est vrai que c'était un de mes moteurs dans ce que j'allais présenter à nos partenaires, à nos clients. J'essayais de les convaincre aussi sur le bienfait écologique de notre activité. Force est de constater que c'est bien beau, c'est chouette, mais c'est pas ça qui prime et qui est le critère déclencheur. On est sur un marché et aujourd'hui, les coûts, le coût d'un produit ou d'un service, c'est souvent ce qui va prévaloir. Et d'autant plus dans le transport où je trouve que le coût est souvent caché. Le consommateur qui se fait livrer quelque chose, il veut surtout que ça lui coûte rien, et toute la chaîne va subir ça. Et donc c'est dur de ramener de la valeur ajoutée sur un service qui est invisible. Donc c'est un constat un petit peu amer aussi, mais c'est la réalité. Donc il faut le prendre en compte. Un autre aspect, c'est que le coût du foncier, c'est un vrai sujet. Trouver des locaux bien situés, fonctionnels. Par exemple, nous, il nous fallait des quais poids lourds. Des quais poids lourds à Avignon, il n'y a pas des dizaines d'entrepôts où on va pouvoir en trouver. Et il faut que ce soit dans notre zone de pertinence. Donc, on est en ville ou à l'approche de la ville, ça coûte cher. Donc, et c'est rare. Quand on l'a, faut le saisir. Des fois, on saisit. Nous, ça avait été notre cas. Là, on a déménagé depuis. Mais quand je suis arrivé aux mines, au début, j'avais un entrepôt qui me coûtait le double de celui que j'ai aujourd'hui. Mais je n'avais pas le choix. Et ça durait pendant 1 an et demi. Donc, c'était à la fin, c'était 15-20 000 euros de dépensés. Inutilement, il fallait bien qu'on franchisse le pas. Mais voilà. Le coût du matériel également et de la maintenance. Alors les vélos, même si aussi ça fait écho à cet article des Échos, c'était pas un jeu de mots volontaire. Le matériel est cher. Alors là, actuellement, les fabricants, comme toute la filière est tendue, on va dire, les fabricants ont baissé leurs prix, ils ont des stocks également. Il y a par exemple 12, qui est un des leaders parmi les fabricants de vélos cargo. Nous, on en est équipés en partie. Il y a des grosses remises sur le catalogue, mais le matériel coûte cher quand même. La durée de vie est moindre par rapport à celle d'un camion. Donc, c'est à intégrer. Et la maintenance est souvent sous-évaluée au début. Moi, dans mes prévisionnels au début, je ne pensais pas que la maintenance aurait un impact aussi grand. Je ne veux pas dire qu'on double le coût du matériel, mais des fois, on s'en rapproche vraiment, quoi. Donc ça, c'est... on se dit souvent, livrer un vélo, le vélo, ça coûte pas cher. Non, le matériel coûte cher et la maintenance aussi. Le contexte réglementaire, on l'évoquait tout à l'heure, les ZFE, et moi je l'avais intégré dans notre business plan quand on avait démarré. Et, je pensais que ce serait un paramètre plus favorable. On en est là où on en est aujourd'hui, on verra. Alors, et pourtant, parce que je me dis, en termes de vision à long terme, la cyclo-logistique, c'est une réponse adaptée aux enjeux de la logistique urbaine. Il y a des problèmes de congestion dans les villes, donc un vélo, ça occupe moins de place sur la chaussée. Il y a des pollutions, il y a la pollution de l'air, il y a la pollution sonore également. Enfin, il y a vraiment des avantages évidents. Et puis, il y a des coûts. Alors, on parlait du prix. Alors, j'ai nuancé direct et indirect. Aujourd'hui, toutes les externalités négatives, elles sont supportées en gros par nous tous, par la collectivité. Les problèmes de santé publique dus à la pollution, c'est nous tous qui contribuons. Et c'est là le principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y est pas. C'est comme ça. Donc, il y a des coûts indirects, mais qui aujourd'hui sont un peu noyés dans la masse. Le contexte, donc on peut se dire que malgré tout, il reste favorable peut-être sur du long terme, c'est-à-dire que la décarbonation, malgré tout, même si là l'actualité immédiate fait que ça reste en retrait,
va bien falloir qu'on s'y mette tous. Le secteur du transport est un secteur contributeur, donc fortement. Donc, naturellement, il y a ce développement des solutions qui vont permettre cette décarbonation du secteur du transport. Marché porteur avec le développement du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est un peu large, mais en tout cas, bon, il y a des pratiques de consommation où, en gros, la livraison se développe beaucoup. Il y a d'ailleurs toute une part, on va dire, de concurrence qui est en train de se développer via la livraison collaborative. Alors, bon, ça fait débat. En tout cas, il y a des besoins et des attentes en matière de livraison de la part des consommateurs. Donc, quelle place aura demain la cyclo-logistique dans ce paysage? Et puis, une réaffectation de l'espace urbain. Nous, on l'a constaté sur Avignon. Alors, il y en a beaucoup à Avignon qui râlaient parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Les gens voulaient aller toujours devant leur commerce, se garer pour charger, tout ça. Donc, quand on piétonise un centre-ville, qu'on rend plus difficile les accès pour les véhicules à moteur, ça fait des fois grincer des dents, mais en tout cas, c'est, je pense, un mouvement qui touche tous les centres-villes, où on cherche à apaiser un peu les choses, à laisser moins de place aux voitures, aux camions, pour favoriser les mobilités douces, les piétons, les vélos, voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, peut-être une note optimiste pour l'avenir. Alors, les facteurs clés de succès, ça rejoint ce que vous avez cité tout à l'heure. Toujours chercher la proposition de valeur. Voilà, l'écologie ne suffit pas. Donc, où est-ce qu'on est vraiment pertinent et où est-ce qu'on ne l'est pas? Parce que parfois, c'est plus cher de livrer à vélo que de massifier dans un camion. C'est un constat, donc il y a des cas de figure. Donc, c'est trouver vraiment les bons cas de figure où on va apporter une vraie valeur et donc trouver des clients pour lesquels ça vaudra le coup de travailler avec nous. L'offre tarifaire compétitive, voilà, les deux se rejoignent et il faut qu'on crée, nous, les conditions aussi dans nos choix de segments de clients et puis dans nos organisations pour être en mesure, en même temps, de rester compétitif sur un marché où la notion de prix et de coût est fortement présente. Alors, les facteurs clés de succès, au niveau opérationnel également, la densification. Alors nous, au début, quand on s'est installé, on ratissait un peu large. En fait, on avait une zone qui faisait environ 7-8 km de diamètre. Il fallait se faire connaître. Après, vu qu'on fait, on n'est pas payé au kilomètre, on est payé à la livraison. C'est pas toujours évident de facturer, de valoriser ceux ou ces kilomètres supplémentaires qu'on va faire. Donc, petit à petit, on a réduit notre zone de livraison pour densifier et plus livrer en faisant moins de kilomètres. On va mutualiser également. Donc là, je vous citais par exemple Epner et DB Schenker. Quand on part avec un vélo et une remorque, on va avoir des colis, une demi-palette, enfin voilà, ça va être mélangé, il va y avoir du DB Schenker et du Epner dedans, et puis même d'autres clients. Optimisation des tournées, les itinéraires, pareil. Donc là, il y a une approche terrain vraiment très, très importante. Il faut bien connaître sa zone, bien comprendre comment ça fonctionne. Les GPS, ce n'est pas toujours les meilleurs alliés. La connaissance du coursier, sa connaissance et la pratique de la ville, elle est vraiment très importante. Capacité d'emport, ça c'est un levier à mon sens important, c'est-à-dire quand on part en tournée, si on a un vélo, on va charger jusqu'à 100 kg. Si on part avec un vélo et une remorque, on va charger toujours jusqu'à 100 kg sur le vélo et jusqu'à 180-200 kg sur la remorque. Et si on part avec deux remorques, on va rajouter 180 à 200 kg derrière. Donc nous, on a un nouveau type de vélo depuis 2 ans. On expérimente, donc on fait pas mal de double remorques maintenant. Alors toutes les marchandises qu'on transporte ne le permettent pas, mais par exemple avec les cantines scolaires, on part systématiquement donc le matin en tournée avec un vélo et 2 remorques. Donc on augmente notre capacité d'emport. On rejoint un peu les avantages de la massification du camion. Voilà, ça reste du vélo. Alors un vélo et 2 remorques, ça fait long, ça fait une dizaine de mètres, mais ça se fait. Voilà,
On a les petits trains pour touristes dans Avignon, ils ont beaucoup plus de wagons et ils s'en sortent aussi très bien, donc c'est tout à fait faisable. Donc la capacité d'emport, ça c'est un levier de rentabilité pour nos organisations. Le process des flux de marchandises, bon bah là pareil, alors nous on fait pas mal de cross-docking, vous l'avez compris, avec les entreprises donc Epner et DB Schenker. Donc là bah, c'est bien réceptionner la marchandise, vite la traiter, la vérifier et après la redispatcher dans les zones de départ. Donc il y a aussi toute une activité logistique et dans les flux, c'est important pour que ce soit fluide et que ça aille vite et bien. Alors, des ressources. Alors oui, j'ai mis donc en résumé tout faire pour livrer plus en roulant moins, mais je pense que voilà, il faut toujours avoir présent ce principe-là à l'esprit. Alors pour ce faire, bah, il faut une équipe motivée et formée. Alors bon, je suis adhérent, je fais partie de la fédération professionnelle de cycle logistique et je suis heureux d'en faire partie. C'est une des valeurs, cette valeur sociale bah, qui est mise en avant. Si on veut professionnaliser nos activités de cycle logistique, bah, ça passe aussi bah, par des équipes qui sont formées. Si on n'est pas en salariat, c'est un peu compliqué hein, de travailler sur le long terme avec nos collaborateurs. Donc, une équipe motivée, formée, salariée, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut du matériel donc adapté, performant et entretenu. Hein, je vous disais que la question de la maintenance, elle est très importante. Là aussi, j'ouvre une parenthèse, nous on a plus de vélos et plus de remorques qu'on a de coursiers parce que bah, je ne veux pas à un moment risquer une interruption de service, c'est-à-dire qu'on se retrouve à pied. Voilà, si le vélo il ne va plus et qu'on n'a pas un vélo de rechange, bah, on reste chez soi et on ne facture pas, on ne livre pas. Enfin, voilà. Donc là aussi, l'anticiper hein, dans les moyens, prévoir en tout cas du matériel en nombre suffisant et toujours entretenu. Le hub cyclo-logistique, donc qui soit adapté au flux qu'on a à traiter. C'est vrai que si je ne faisais pas de cross-docking avec DB Schenker et Epner, j'aurais peut-être pas besoin d'être situé à l'endroit où je suis situé aujourd'hui. Hein, donc là, voilà, c'est au regard de ce qu'on fait. Et enfin, il faut une solution logicielle, métier. Donc là, un logiciel de transport de marchandises qui soit efficace. Bon, il y a différentes solutions sur le marché, mais c'est indispensable pour gérer efficacement nos flux. Et éviter voilà, de faire des erreurs. Et c'est vraiment un outil indispensable. Voilà. Merci à tous. Elena ? Là, tu avances et là, tu... Je vais quand même réussir à me tromper, je pense. Bonjour. Alors après la livraison de colis, la collecte de déchets avec Synchronicity. Pour la petite histoire, Synchronicity, en tant que société SaaS, elle a... Nous tenons à remercier Jérôme Le Dumontois pour cet excellent événement. Bonne journée. Merci. Elle a démarré en 2022. Donc c'est très récent, et fondée par ses deux cofondateurs sur un constat, les rues de Marseille ne sont pas très propres. Petit 1, elles sont sales parce qu'elles sont... J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Nous tenons à remercier Jérôme Le Dumontois pour ce très bel événement, ainsi qu'à Marc Planton. Nous l'invitons à se présenter très rapidement à l'accueil et de toucher les cordons badge. Bonne journée. Voilà, j'espère que le message est passé. On en était les rues sont sales. Bon, elles sont jonchées de déchets. Et pourquoi ? Parce qu'elles débordent. Les poubelles du centre-ville, elles contiennent... C'est pas possible. Elles contiennent jusqu'à 15%, à hauteur de 15%, des cartons de professionnels. Et en sortant, vous pourrez faire le constat vous-même. Et à ce moment-là, il y a l'association des commerçants de la Butte, donc pour les Marseillais dans le 6e arrondissement, vous voyez, qui était en recherche de solutions pour la collecte de leurs déchets. Ils se prenaient des refus de la part des plus gros collecteurs comme Veolia, Paprec, puisqu'ils se situent en centre-ville très dense, et ça ne permettait pas le passage de leurs véhicules, leurs camions-bennes, surtout à haute fréquence et avec des petits volumes. Parce que là, la cible dont on parle, ce sont des petits commerçants, des petits artisans de quartier
qui n'ont pas des dizaines de mètres carrés à accorder au stockage en plus de leurs déchets, qui n'ont donc pas de valeur. C'est donc là que démarre l'activité de collecte avec une vingtaine de clients pour la société. Et l'année d'après, on a remporté le marché de la Plaine, donc toujours dans le 6e arrondissement, un marché public, un marché forain, qui a lieu 3 jours par semaine. Et donc là, on s'occupe depuis 2023 de la collecte et la gestion des déchets des forains, donc entre 20 et 30 mètres cubes de déchets à collecter, chaque jour, 3 fois par semaine. Puis, l'année suivante, ça c'est un peu notre fierté, on s'est occupé des déchets sur la marina de Marseille pour les Jeux Olympiques. Pareil, en cyclo-logistique, avec nos process adaptés à cet événement de saisonnalité, où on a atteint des taux de valorisation à 80%. Et on croise les doigts pour peut-être intervenir en 2030, hein, c'est toujours dans la région. Toujours dans cette croissance-là, on a gagné de la confiance de nouveaux clients. Et en 2025, donc cette année, on a fait un gros travail de restructuration interne de notre offre et de nos process, notamment une adaptation des prix. Mais malgré ça, on a conservé 90% de nos clients. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est qu'ils nous font confiance et qu'on peut partir sur de bonnes bases avec eux. Adaptation de prix, ça veut dire que vous augmentez les prix. C'est ça. C'est ça. Les gens ne sont pas partis parce qu'on a baissé les prix. Donc finalement, notre activité, elle est construite autour de la cyclo-logistique et de notre expertise déchets, avec bien sûr la traçabilité qu'on doit à nos clients. C'est la même chose que dans la livraison de colis. Pour la collecte de déchets, on doit savoir combien on a collecté, quand et où ça part. Donc on fait essentiellement de la collecte de déchets, mais depuis peu, on travaille aussi sur de la livraison. Pour boucler la boucle de l'économie circulaire, on récupère par exemple des cartons ou des cagettes, mais il y a des professionnels en centre-ville qui sont intéressés par l'utilisation de palettes en bois, de cagettes ou de cartons. Et à ce moment-là, que quand c'est moi. Et à ce moment-là, c'est là que c'est pertinent de faire, donc, dans l'autre sens de ce qui avait été présenté juste avant, de faire un voyage plein et le retour plein après avec les déchets. Oui, j'avais oublié. Donc l'essentiel de notre cible, vous l'aurez compris, c'est des petits commerçants, des petits artisans du centre-ville, en plus de collectivités dans le cadre des Jeux Olympiques et de la mairie de Marseille pour le marché forain. Ça va être intéressant parce que vous allez voir que les enjeux sont différents de ce qui a été présenté avant. Nous, on n'a pas donc de donneur d'ordre principal. Nos clients, c'est directement les commerçants. Donc peut-être la pizzeria où vous êtes allé acheter votre encas ce midi ou le cinéma où vous irez ce soir, c'est directement auprès d'eux qu'on rend le service. Donc ce sont des PME, des TPE à proximité. Et c'est presque du B2C en fait. C'est des personnes qui gèrent une petite équipe, voire pas d'équipe du tout, qui sont tout seuls et qui n'ont pas toujours les moyens d'assurer un suivi de facturation de façon continue. Et donc, très vite, on a fait face à des délais de paiement qui étaient longs, des problèmes, des difficultés de paiement auprès de nos clients, qui sont en plus très nombreux, donc une grosse charge administrative pour nous. Pour pallier ça, ce problème, on a mis en place donc, cette année un système de prélèvement automatique et des facilités de paiement pour certains clients qui avaient du mal. Donc finalement, il faut savoir s'adapter aux problèmes qui peuvent survenir par notre spécialisation au départ. Un autre problème qui peut en fait rejoindre les deux cas suivantes, c'est le fait qu'on a un modèle qui n'existe pas ailleurs. La collecte des déchets à vélo à Marseille, en 2022, en tout cas quand on est arrivé, ça n'existait pas. Il fallait comprendre quels outils utiliser pour le transport, quel vélo choisir, comment construire nos tournées, comment former nos logisticiens.
Et tous ces travaux-là de recherche et de développement, ça a demandé un fort investissement dès le début, et donc des besoins en trésorerie au mois par mois. Et de la même façon, comme ce process est un peu unique et n'existe pas, on a besoin de faire une sensibilisation auprès des clients qui n'ont pas l'habitude de faire appel à de la cyclo-logistique pour la gestion des déchets, voire pas l'habitude de faire appel à de la logistique tout court. J'ai oublié de le préciser au début parce que, en tant que Marseillaise, pour moi, c'est normal, mais les commerces de proximité, les artisans, ils vont utiliser ils ont le droit d'utiliser les mêmes poubelles que les particuliers. Donc pour eux, c'est normal de juste déposer sur les poubelles qui sont sur la voie publique, et ça s'arrête là pour l'histoire. Alors que là, il y a un travail de préparer les déchets pour la personne qui va les chercher, donc à des horaires précis, faire le tri. On l'impose, mais certains ne le faisaient pas avant. Et donc il y a tout ce travail d'accompagnement au tri et à la réduction des déchets, qui fait partie de notre passion au départ, d'accompagner à la réduction des déchets et à l'amélioration de la qualité de vie pour les habitants du quartier. Donc finalement, ce qui a fait la réussite de Synchronicity et qui continuera de la faire, je l'espère, c'est notre offre qui est flexible et à la fois unique, puisqu'on propose des collectes de déchets à nos clients 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, le matin ou l'après-midi, à des créneaux qui sont adaptés à leur activité. On collecte tous les flux, donc tout ce qui peut être recyclable, le carton, le papier, le bois, les déchets alimentaires aussi, l'huile usagée. Ce qui fait que, grâce à nous, le commerçant ou l'artisan a une offre complète pour la gestion de ses déchets. Et ça, on peut se le permettre grâce à notre expertise sur le sujet des déchets, et donc le versant logistique également pour l'organisation des tournées et la collecte des déchets de nos clients. Et enfin, ce qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui, c'est une amélioration continue de nos processus, toujours s'adapter. On s'adapte aux nouveaux clients qui nous présentent de nouvelles problématiques. Et ça, c'est grâce à notre équipe de 6 opérateurs qui a un vrai sens de la relation client, qui sait apprendre et s'adapter, qui connaît Marseille comme sa poche, et qui sont avant tout motivés par l'envie d'améliorer la ville de Marseille et de rendre service à nos clients. Merci. Je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Et moi, je vais juste faire un tour un peu macro des enjeux de la cyclo-logistique pour prendre ensuite vos questions. Donc, la fédération a été officialisée en 2022. Elle rassemble une soixantaine d'entreprises de cyclo-logistique aujourd'hui, principalement des entreprises spécialisées, les pure players, des entreprises mixtes également. Ça couvre, on va dire, environ 60 à 70% de la masse salariale en cyclo-logistique en France. Donc il y a des grands groupes comme La Poste, Coursier.fr, etc. Et aussi ce qui constitue la majorité du champ de la cyclo-logistique, des TPE-PME dans l'ESS. Donc ça couvre en fait la diversité assez globale de ce qu'est la cyclo-logistique aujourd'hui en France. Dans le constat de ce qu'est aujourd'hui la cyclo-logistique en 2025, on avait fait un comptage en 2024, 2400 ETP, coursiers-livreurs, environ 200 entreprises. On pense qu'en réalité, on serait presque plutôt au double si on regarde avec d'autres modes de comptage, ce qu'on est en train de
de calibrer. Et pour revenir un peu sur ce qui a été dit par le CRETLog et dans les témoignages, pour le mettre un peu en perspective, c'est que globalement, dans le filière de la logistique, il y a un contexte économique qui est quand même très morose. L'Union TLF nous partage que on a 7 entreprises de logistique qui disparaissent chaque jour en France, et donc les entreprises de cycle logistique gravitent dans ce contexte-là. Les instabilités politiques, on en a quand même pas mal parlé, notamment disparition des ZFE, le plan vélo qui ne ressemble plus à grand-chose aujourd'hui, et des aides par exemple au vélo cargo qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ces deux dynamiques ralentissent, on va dire, le mouvement de fond du développement de la cyclogistique, et nous on a tendance plutôt à constater une forme de résilience dans nos entreprises de cyclogistique, comme a pu l'évoquer le CRETLog, notamment des modèles diversifiés qui arrivent à, mine de rien, résister à ce contexte difficile. Donc les grands enjeux de la filière qu'on pourrait mettre sur 3 plans. Au niveau du cadre national favorable, il y a quand même quelque chose à travailler, qu'on travaille avec la fédération sur les réglementations d'accès, sans dire qu'on veut interdire évidemment les camions dans les centres-villes, parce qu'on ne remplacera jamais un camion par un vélo cargo. En revanche, on a besoin d'avoir un cadre stable, ambitieux, pragmatique, qui mette en valeur les alternatives comme la cyclo-logistique. Une question, on l'a dit, sur les aides à l'achat. On n'a plus de bonus vélo cargo aujourd'hui. On a eu une fiche C2E, mais des problèmes de fraude. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'aide à l'achat sur le véhicule vélo cargo, ce qui pose quand même un problème d'équité par rapport à d'autres solutions alternatives. Au niveau des municipales, qui ont quand même un pouvoir d'action, il nous semble très important, avec les municipales évidemment en ligne de mire. Le sujet du foncier. On pense qu'il y a un vrai pouvoir d'action des collectivités là-dessus, sur de la planification à long terme, de la mise en disponibilité. Ça peut être du foncier temporaire qu'on met à disposition. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et on a vu que c'était un enjeu quand même assez déterminant pour les entreprises. La commande publique, qui est un levier d'action très puissant, qui sécurise l'activité des cyclo-logisticiens. Et puis, du point de vue des acteurs professionnels, notamment via le travail de la fédération, c'est une filière qui se professionnalise à marche forcée en travaillant sur l'accès à la profession, donc l'intégration de la cyclogistique dans la capacité de transport, la formation des livreurs, et aussi un positionnement, Raphaël l'a évoqué, un positionnement assez fort en opposition au modèle des plateformes, donc l'ubérisation dans le secteur de la logistique, le cotransportage, donc une vraie volonté de défendre aussi un modèle de cyclogistique qui est durable et qui est responsable socialement, écologiquement, etc., etc. Je suis allé très très vite pour laisser un peu plus de champ aux questions. Peut-être que les intervenants peuvent se positionner sur les chaises. Donc, comme il n'y aura peut-être pas assez de chaises, mais que vous arriviez pour que vous puissiez prendre on puisse prendre les questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a un deuxième micro, si vous voulez répondre, qui pourrait être opérationnel sur la salle. Bonjour à tous. Manuel Cordelet, je suis le directeur commercial de l'OMAC, je fais du rail-route. Donc on va pouvoir dire que c'est complémentaire à la cyclo. On aimerait bien que ça aille jusque-là. Une question, est-ce que vous avez dans votre fédération, entre guillemets, des commerciaux qui vont aller battre le pavé pour convaincre les chargeurs? Alors non. C'est dommage. Et c'est bien dommage, effectivement. En revanche, il existe des programmes certificats d'économie d'énergie, en particulier un programme qui s'appelle cyclocargologie, qui vise à sensibiliser les chargeurs, les donneurs d'ordre, les transporteurs aussi, à se positionner vers la cyclo-logistique. Donc il y a quand même des moyens d'action qui sont déployés aujourd'hui, qui passent notamment, vous en avez peut-être entendu parler, par des forums de la cyclo-logistique, par une production de guides, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont faites en ce moment, soutenues par la puissance publique.
D'accord. Une autre question. Est-ce que vous faites appel, par exemple, aux acheteurs des collectivités publiques? Je pense à tous les services généraux ou achats indirects qui pourraient peut-être, avec une liste des fournisseurs, vous aider en disant, voilà, dans les appels d'offres, messieurs, dames, la mairie d'Avignon, je voudrais bien qu'elle soit desservie en priorité par la cyclo et pas avoir un camion déboulé jusqu'à la mairie, par exemple. Je caricature, mais je pense qu'il y a pas mal de secteurs d'activité en battant le pavé, comme a présenté Madame Bachelet, sur les commerçants, sur recenser tous les produits, toutes les entreprises qui, à un moment donné, vous envoient des produits jusque chez les commerçants. Avoir un peu un registre et avoir une action globale. Je pensais aussi à l'organisation de la UTF. Eux, peut-être, peuvent vous aider parce qu'ils représentent des centaines d'entreprises qui ont de toute façon, à un moment donné, les mêmes problématiques d'acheminement sur le dernier kilomètre. Alors effectivement, la fédération a produit un guide sur la commande publique qu'on a travaillé notamment avec le CNFPT qui forme les techniciens de collectivité et on en est un peu au début de ce travail-là, mais on a des actions un peu dédiées avec la ville de Paris et la ville de Lyon pour regarder avec eux dans le détail les possibilités offertes sur leur marché public et ce qu'on va pouvoir aller chercher comme segment pertinent pour nos entreprises. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres échanges? Pardon, enfin, nous, sur les vélos qu'on utilise, donc en biporteur, ça aussi, c'est de l'ordre de 5, 6, voire 7 000 euros hors taxe. Mais actuellement, voilà, il y a des tarifs plus bas pour des raisons de déstockage. Mais voilà, allez à la louche, 5-6 000 euros. Une remorque, 3 000, 3 500, facile. Voilà, donc... Ouais, la durée de vie, en tout cas nous par rapport à l'usage qu'on en fait, moi chaque coursier fait environ une 50aine de kilomètres par jour. Au bout de 3 ans, le matériel est bien rincé quand même. Ouais, les vélos comme les remorques, mais bon, après on les prolonge. On ne va pas les jeter, mais bon, au bout de 3 ans, voilà, si on veut être un peu tranquille et serein en termes d'exploitation, pour ne pas risquer trop de casse, 3 ans c'est bien. Un camion, je crois que c'est bien plus. Juste une autre question aussi sur le profil des salariés qui rejoignent la cyclo-logistique, parce que vous créez de l'emploi local, les temps de formation pour que la personne soit efficace, etc. C'est quand même assez intéressant en termes d'insertion. Je me permets de donner la parole à Mickaël, qui, je te laisse te présenter. Merci Gaëtan. Oui, bonjour, Mickaël Mahut, à Gilles-en-Ville. Nous, on est le premier cyclo-logisticien sur Marseille et Lyon, et le premier employeur, du coup, vélo, je pense, sur Marseille et Lyon. Alors, il y a 2 types de profils, mais on les retrouvait dans les entrepreneurs. Il y a, dans les livreurs à vélo, il y a des bifurqueurs, donc il y a des profils plutôt surdiplômés qui, à un moment donné, veulent donner une nouvelle orientation à leur carrière, plus écologique, avec plus de sens, etc. Et il y a des profils d'insertion. Voilà. Et nous, on est plutôt sur un profil d'insertion. Nous, on va recruter dans les chantiers d'insertion sur Marseille, dans les entreprises d'insertion. Donc nous, on a plutôt ce profil-là. Voilà. Après, la formation, elle est quand même plutôt courte. Il y a même pas besoin d'avoir le permis de conduire. Donc il y a évidemment nécessité de connaître le code de la route, parce qu'on a quand même un vélo qui peut être un danger, pour soi-même et pour les autres usagers. Mais voilà. Et on développe, cette nécessité de formation qui n'existait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, légalement,
pouvez embaucher un livreur et puis le mettre à vélo et le mettre sur la route au bout d'1 heure. Donc on a quand même identifié qu'il y avait un manque en termes de formation, et c'est pour ça que dans le programme cyclocargologie, il y a un volet sensibilisation, Gaëtan en a parlé, et il y a un volet formation. On a créé une formation de 3 jours déjà, formation livreur. Après, il y a une formation dispatcher et manager qu'on est en train de créer également, mais il y a une formation livreur à vélo que nous, on fait pour nos propres salariés et qu'on est capable de dispenser aussi pour des tiers. Voilà, donc ce volet formation, il est en train de s'affiner et de prendre de l'ampleur. Oui, bah après, ça dépend nous, on met un point d'honneur à embaucher tous nos livreurs sont salariés en CDI, temps plein, et on travaille sur 4 jours. Voilà, parce qu'on a une activité de 6 heures le matin maintenant à 20 heures le soir, qui nous permet de proposer ces contrats temps plein. Après l'été, on a quelques étudiants effectivement, ou sur le soir, on a quelques étudiants qui viennent en complément. Mais voilà, nous, c'est pas notre ADN, mais parce que on a cette possibilité d'avoir, on a de l'activité toute la journée, donc on privilégie plutôt moins de salariés, mais à temps plein. Merci. Moi, j'avais une question, je ne sais pas, peut-être la fédération, les chercheurs, mais sur la perception des chargeurs, en fait, sur la cyclo-logistique. Aujourd'hui, ça rejoint peut-être aussi la remarque de M. Cordelet, c'est-à-dire quels sont les freins aujourd'hui des chargeurs, hormis le coût, ou à avoir recours à la cyclo-logistique. Et après, juste une petite remarque qu'on s'est faite, on s'est dit à force de peut-être mettre des remorques sur les vélos, est-ce qu'on ne va pas faire rentrer des camions à vélo en ville, hein? Bon, ça c'était une petite boutade, mais on s'est dit, à force de mettre des remorques, ça pose aussi quand même une question de taille. Oui, jusqu'où, je ne sais pas. Mais ouais. Sur la première question, on a produit un guide, parce qu'on produit des guides sur à peu près tout, ce qui touche à la cyclo-logistique. Donc il y a un guide produit par Cyclocargologie où c'est vraiment lever les freins au déploiement de la cyclo-logistique. Après, je ne sais pas s'il y a peut-être des chargeurs ici qui pourraient nous partager leur avis. Et vous me corrigerez, Raphaël, Michael, de ce que vous en pensez. Il va y avoir des choses sur, évidemment, le point central qui est le modèle économique et donc les prix proposés soit en sous-traitance ou ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre si on veut internaliser le mode cyclo-logistique. Donc la question du foncier, est-ce que je possède déjà un local qui est situé dans une zone de pertinence ou pas? Après, il y a tout un champ quand même qui est même très en amont et qui relève de préjugés qu'on peut avoir sur le mode cyclo-logistique et donc une forme de comment on fait monter aussi en compétence l'ensemble du champ des transporteurs et des donneurs d'ordre sur le véritable champ de pertinence de la cyclo-logistique, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et là aussi, sur le comportemental, vraiment, il y a encore des choses à aller chercher. Et après, sur le deuxième point, les camions en ville, en ce moment même, cette semaine, on avait une réunion, donc il y a une concertation du ministère des Transports, de la sécurité routière sur la réglementation du vélo cargo. Donc c'est des sujets qui sont tout à fait actuels pour encadrer ce qu'est un vélo cargo et comment on peut à la fois concilier le développement de la filière et la bonne cohabitation, la sécurité de tous les usagers. Donc on est en plein dedans. Ouais. Merci. Personne n'a parlé d'enjeu de sécurité. Ce n'est pas un dans le business de cyclo-logistique? Sécurité routière, tout simplement. Non, sécurité humaine plutôt. Parce que dans une ville comme Marseille, je ne sais pas, moi c'est très personnel, mais moi j'ai peur de faire du vélo à Marseille. Parce qu'il y a les infrastructures qui ne sont pas tout à fait développées. Et je me dis, est-ce que pour la cyclo-logistique, c'est un frein ou pas? Parler les Marseillais. Si, c'est...
on n'a pas moins peur que n'importe qui de faire du vélo dans Marseille. Non, on est la dernière métropole en termes d'infrastructure pour le vélo. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas essayer de développer la cyclo-logistique et d'aller auprès des collectivités pour leur faire part de nos besoins. Donc on collecte quand même, on circule quand même, mais ça rejoint la question posée plus tôt sur la formation. Il faut encadrer nos opérateurs à vélo pour qu'ils prennent conscience des risques qu'ils prennent sur la route. Parce que c'est pas le centre-ville marseillais, même si on est là, même si Agile-en-Ville est là, c'est quand même essentiellement de la logistique faite en véhicules utilitaires, en camion, qui ont leurs angles morts et leur facilité à ne pas voir un vélo sur la route. C'est pas parce qu'on a un vélo cargo, donc un peu plus lourd qu'un vélo classique avec sa remorque, qu'on est plus en sécurité. Donc la réglementation sur la sécurité à vélo, elle est assez limitée. Hein. Le port du casque, même pas obligatoire pour les adultes. Et donc la responsabilité, elle revient aux entreprises, aux opérateurs de logistique pour mettre en place les différentes règles, les différents matériels, les EPI, pour protéger ces opérateurs et les autres usagers de la route. Ouais, enfin, si je peux compléter avec notre expérience de Marseillaise et Lyonnaise, on n'a pas plus d'accidents à Marseille qu'à Lyon. On a donc effectivement, assez paradoxalement, mais ou pas, mais on a l'accidentologie en vélo cargo. Je pense qu'elle est moindre quand même qu'en vélo parce qu'on est plus gros, on nous voit plus, donc on est plus visible. Et il y a des choses qu'on va pas faire alors qu'un vélo va essayer de se faufiler. Nous, clairement, on sait qu'on va pas pouvoir se faufiler. Nos vélos, ils sont électriques, ils sont bridés à 25 km/h. Donc, quand on transporte de la charge, de toute façon, on ne peut pas aller à plus de 25 km/h parce que voilà. Donc, il y a quand même une accidentologie, même à Marseille, qui est moindre en vélo cargo que en vélo classique. Nous, on n'a pas plus d'accidentologie à Marseille que sur Lyon. Ce qui va être différenciant, c'est le type de vélo. Bah oui, on n'a pas de piste cyclable sur Marseille. Donc sur Lyon, on va trouver des véhicules plus larges, des triporteurs. Alors qu'à Marseille, on va privilégier l'agilité pour être capable de remonter une file de voitures, donc plus de biporteurs. Voilà. Et nous, les accidents qu'on a, c'est surtout des accidents de manutention, en fait. Donc, c'est pas sur le vélo. Le gros de nos accidents, c'est le livreur qui se casse la gueule dans l'escalier, mais ça, il serait en camion, il se casserait de la même manière la gueule dans l'escalier. Donc non, je pense que, j'ai 35 livreurs à vélo sur Marseille. On a très peu de sujets d'accidentologie à vélo. Et un petit complément aussi qui est du point de vue du travailleur qui est important, c'est le fait d'être salarié, d'être payé à l'heure. En général, sur le vélo, on n'a pas le même comportement que quand on est payé à la course. Donc d'où l'importance de sortir de ces économies de plateforme aussi pour un point de vue de sécurité. Et par contre, et sur Marseille, si vous devez faire attention, si vous travaillez sur un deux roues, c'est surtout si vous travaillez à scooter, car la moyenne est bien plus haute que la moyenne nationale en termes d'accidentologie. Vous voulez répondre à ça? Non. J'ai une question pour vous, parce que vous, donc Benjamin Chajari d'Excelia Business School, je voudrais savoir, vous avez pas mal de données de traçabilité, etc. Qu'est-ce que vous faites avec ces données? Parce que c'est juste pour la satisfaction du client ou vous allez au-delà de ça? Non, pour les... Oui. Alors déjà, ces données, c'est une obligation légale. On doit à nos clients l'ensemble de ce qu'on a collecté chez eux. C'est aussi la même chose en livraison, hein, mais c'est juste que en termes de déchets, on doit savoir quel flux et quelle quantité a été collectée. Donc de toute façon, ces données, on se doit de les avoir. Et ensuite, nous, ça va nous permettre de nous réadapter, de réadapter notre offre aux futurs clients. En fait, grâce à ces données qu'on a accumulées, mais en fait, c'est la même chose que l'expérience terrain,
on sait ce que produit un profil type, un boulanger, une pizzeria, une librairie, et ça nous nourrit notre expertise déchets dans nos étapes de prospection. J'avais encore une question. C'est plus par rapport à du court moyen terme. Je pense simplement à la rentabilisation de la cyclologistique. Est-ce que vous, cyclologisticiens, vous êtes associés, vous êtes conviés par les mairies qui veulent de plus en plus piétonner certaines rues, parce que qui dit piétonisation dit automatiquement commerce qui vont devoir être livrés en cyclo, il n'y a pas le choix. Donc est-ce que vous êtes associés simplement pour, à un moment donné, pouvoir vous permettre de densifier vos livraisons et arriver à trouver votre modèle économique, parce que c'est complètement lié, quoi. Qui veut répondre? Avignon, j'en parlais tout à l'heure, donc a connu ces dernières années ce mouvement de piétonisation. La difficulté, je vois les camions qui livrent toujours. Nous, ils ont accès en fait de 6h à 11h du matin. C'est pas simple parfois de livrer certains restaurants en zone piétonne parce que ils vont être là à 9h30, 10h. Et s'il faut être sorti avant 11h et qu'on en a 10 à livrer pour un camion, c'est impossible. Ils y arrivent quand même. Bon, d'abord parce que ils se garent un peu comme ils peuvent, ils sortent juste, et puis après, ils vont rentrer dans la zone piétonne avec leur transpalette. Enfin, ils trouvent des solutions parce qu'il faut bien qu'ils en trouvent. Il y a des chauffeurs plus débrouillards que d'autres. Donc, on va dire que c'est aux chauffeurs-livreurs en camion de se débrouiller aujourd'hui, et c'est vécu comme ça. En tout cas, et moi j'espérais, quand j'ai vu ce contexte de piétonisation, et puis quand on avait démarré avec Epner et DB Schenker, je me suis dit, tous les copains vont suivre. Non. Pour l'instant, ils se débrouillent, et malgré tout, l'avantage massification du camion prévaut sur ce côté. Et du coup, il y a des comportements routiers un peu plus chauds aussi, parce qu'on parlait de la sécurité. Le livreur, il faut qu'il se débrouille, quoi. Il faut qu'il livre. Oui, je fais juste une aparté justement par rapport à Avignon, parce qu'on est sur une problématique avec l'interdiction que la mairie veut faire sur la rocade sud, d'interdire sur 2 km l'accès aux camions de 7h à 19h du matin, de 7h à 19h, en pensant à leurs concitoyens, bien entendu, mais en fait, l'effet est tout à fait contre-productif. Je parle par rapport au rail-route. Quand vous avez le terminal d'Avignon qui reçoit des centaines de caisses à livrer, demain vous faites ça, vous ne livrez plus rien du tout, et vous allez demander à faire de la cyclologistique dans un rayon de 8 km autour d'Avignon, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais de cohérence et de réunion avec la mairie pour surtout sortir de l'idéologie, quoi. Il faut à un moment donné être pragmatique, et surtout, je pensais par rapport à la connexion entre camions et cyclologistique, et chapeau à Epner et DB Schenker de vous solliciter par rapport à ça, quoi. Ouais, de connecter les choses de manière intelligente, quoi. Ouais, et un chiffre, avec DB Schenker, on est allé assez loin. À un moment donné, on faisait presque 100 livraisons par jour pour DB Schenker, et puis j'ai réduit parce que ils prenaient beaucoup trop de poids dans notre activité. Et puis aussi, on allait trop loin pour eux. Donc pour moi, c'était pas forcément rentable non plus. En tout cas, on a poussé vraiment, ils ont été assez transparents sur les livraisons qu'ils faisaient, donc sur Avignon 84 000, qui est ma zone. Et on s'est aperçu que par rapport au critère de poids, qui est souvent le critère le plus limitant pour nous, on pouvait couvrir plus de 85% des livraisons qu'ils avaient à faire dans Avignon, en cyclologistique. Ça voudrait dire que au moins 8 camions sur 10, si on poussait à l'extrême, pourrait être évité. Alors naturellement, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça montre quand même le potentiel de report modal du frais de camion sur de la cyclo, quoi. Et juste, je rebondis, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'on est au niveau chauffeur, conducteur de poids lourd, on est tous chaque année en pénurie. Ouais. Donc, le remplacement de la cyclo a une pertinence aussi très très intéressante.
Et je parle d'autant plus que nous sommes aussi les fournisseurs de DB et d'ANPNR pour faire du rail route, pour descendre soit sur Miramas, soit sur Avignon. Donc, quelque part, on se rejoint bien, quoi, sur le fait de trouver des segments décarbonés avec une logistique implacable. Par contre, il faut bien articuler et il faut surtout que la mairie soit facilitatrice et pas au contraire. Elle détruise les choses, quoi, par idéologie, parce que renvoyer le problème sur la commune voisine, ça ne va rien arranger du tout, quoi. Ouais, bon, c'est pas toujours c'est vrai logique. Après, là se superposent les enjeux de la municipalité, les enjeux du Grand Avignon. Enfin, bon, je crois que c'est des problématiques qui se posent sur beaucoup de villes, hein, malheureusement. Enfin, beaucoup d'agglomérations. Ouais, c'est pas simple. Je ne vais pas rajouter au débat sur Avignon et ces problématiques politiques qui, en effet, sont assez paradoxales. Mais par rapport à ce qui était dit sur justement la question des données et notamment tout ce qui est fait avec la collecte des données sur les déchets, ça me fait penser, alors c'est pas vraiment une question en fait, c'est une remarque, hein, et peut-être justement qui s'adresse à des chercheurs pour être reprise ensuite. Moi, j'ai en tête un outil, un modèle qui existe depuis maintenant de très nombreuses années, à l'origine qui s'appelait Freighturb, qui a été développé par le LAET sur Lyon, dans l'objectif de pouvoir modéliser les déplacements et donc les livraisons en milieu urbain. Et donc, je me disais que finalement, avec toutes les données comme celles que collecte et élabore Synchronicity et sa capacité justement à pouvoir qualifier de manière un peu moyennée combien de volume de déchets générés par tel type de filière ou de commerce ou d'artisan, est-ce que, si ça n'existe pas déjà, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à créer un modèle équivalent à celui de Freighturb, mais justement ciblé sur les déchets et donc les flux qu'il génère et donc la manière de le modéliser, le qualifier pour pouvoir ensuite mettre en regard des solutions ou des modèles, des schémas logistiques cohérents, quoi. En fait, la donnée clé pour nous en tant que chercheurs, c'est l'accès aux données, justement. Parce que je pense que la capacité à modéliser, elle existe, elle peut se mettre en place. C'est toujours l'accès aux données et pouvoir accéder à des données de qualité pour pouvoir justement les traiter et proposer quelque chose. Donc, voilà. Donc, énormément de financement pour collecter les données, pour pouvoir en fait définir le modèle et le calibrer correctement. Il y a eu ensuite de nouvelles séquences, nouvelles sessions pour continuer à développer et actualiser le modèle. Mais c'est sûr que, disons que là, en tout cas, il y a un premier début avec Synchronicity et je me demandais s'il n'y avait pas matière. Oui, même pour démontrer aux collectivités l'intérêt, quoi. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir des faits et de sortir peut-être de certaines idées reçues. Jean-Charles, ouais. Il faut voir un peu comment ces données sont récoltées chez Synchronicity. C'est-à-dire qu'ils déballent tous les sacs poubelles, ils trient à l'intérieur des sacs poubelles. Enfin, c'est un travail presque de titan qu'ils sont en train de faire. Et tout ça pour avoir une information qui est valable, je dirais, pour le centre de Marseille, enfin, pour leur zone d'action. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que ce serait généralisable dans d'autres villes, dans d'autres professions, etc. C'est pas forcément facile. Donc le travail que vous proposez effectivement, c'est-à-dire faire un Freighturb déchets, c'est une bonne idée, hein, mais par contre derrière, ça demande une mobilisation et des moyens qui sont vraiment conséquents et qui dépasseront le cadre d'action des chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une collaboration avec des professionnels. Sinon, ça ne marchera pas. Il me semble. En tout cas. J'avais une question pour la Fédération des professionnels. Quels sont on a parlé tout à l'heure d'exemples dans la santé, dans les cantines scolaires. Quelles sont les perspectives de développement ou des secteurs qui pourraient être prometteurs ou qui offriraient le plus de perspectives? Est-ce que vous avez soit intuitivement, soit des données sur le sujet? Ouais, on travaille, on est en train de lancer la deuxième édition d'un baromètre économique des entreprises de cycle logistique. Donc on pose un certain nombre de questions sur la santé, etc. Et justement, les secteurs qui sont porteurs,
Dans la première édition, ce qui ressortait le plus, c'était la collecte de déchets qui se porte bien et la commande publique, encore une fois, est vraiment hyper sécurisant par rapport à des secteurs où c'est beaucoup plus compliqué, mais on l'a évoqué, donc dépendre de grands donneurs d'ordre, de transporteurs, etc., colis, où là c'est le plus compliqué, notamment dans ce contexte très difficile. Donc collecte de déchets, on pense aussi que sur la gestion, la chaîne du froid, il y a un champ vraiment énorme de développement de la cyclo-logistique, notamment parce qu'on a de plus en plus de solutions qui sont vraiment pertinentes pour ça. Donc les fabricants font du froid passif, du froid actif maintenant. Donc il y a ces possibilités-là. Et voilà, je pense en retenir 2 en termes de potentiel, peut-être collecte de déchets et gestion du froid. D'accord, merci. Non, je rebondis un peu sur ce que disait Manuel aussi, qui vous posait la question sur les démarches commerciales. Voilà, enfin, ça a été dit là, agir sur la prescription finalement au niveau de la commande publique. Enfin, c'est ce que vous faites probablement avec votre guide. Enfin, je pense que nous, au niveau du Conseil national des achats, on pourra peut-être en reparler avec Nathalie. On est prêt à vous aider là-dessus. Voilà, enfin, il y a déjà des démarches d'achat responsable pour augmenter la part peut-être de bonus pour dans les appels d'offres pour valoriser la cyclo-logistique. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça existe déjà, mais si on peut vous aider pour amplifier ça, volontiers. Merci beaucoup. Ouais. Le rendez-vous est pris. Oui, je voudrais juste répondre en fait à Julie sur la très bonne idée de pouvoir travailler sur le modèle des données et rappeler, tu le sais, mais d'autres ne le savent pas. Nous organisons avec iCargo et la DGITM lundi prochain à 17h un webinaire dans le cadre de l'appel à projet LOC 4.0 lancé par l'ADEME qui permet de cofinancer des projets. Et donc on organise un webinaire pour justement réunir toute structure qui a idées, projets plus ou moins matures pour pouvoir identifier d'autres structures pour monter des consortiums et répondre à cet appel à projet avec des capacités de financement importantes. C'est minimum 2 millions quand on est en consortium et des projets donc à déposer avant fin décembre. Donc c'est court et en même temps c'est pas demain non plus. Voilà, donc juste vous rappeler cette opportunité lundi 20 octobre à 17h et à dispo pour vous donner les informations et partager les porteurs de projets et trouver leurs porteurs techniques. J'ai diffusé au sein des chercheurs et je serai présente pour le Cretlog, donc je relayerai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci en tous les cas beaucoup à tous ceux qui se sont joués au jeu de partager sur cette thématique, on a vu, qui est quand même extrêmement complexe avec beaucoup d'enjeux. Et on avait bien dit état des lieux et défis à venir. On sent que les défis sont présents, mais aussi importants à relever. Merci à tous ceux qui sont venus pour écouter et puis qui vont diffuser, on n'en doute pas aussi, ces questionnements dans leur structure pour voir ce qu'il est possible de faire dans vos structures. Et puis, on vous donne rendez-vous l'an prochain, puisqu'on est bien parti pour faire une 4e édition. Donc, on verra quelle thématique on choisira. Mais donc, merci à toutes et à tous pour votre contribution sur cet événement. Merci.